Merci beaucoup, Madame Denekens, pour cet exposé sur un domaine qui fascine le jeune grand-père immunologiste que je suis et qui vous a écouté avec beaucoup d'attention. Majesté, Mesdames et Messieurs, j'ai maintenant le plaisir d'inviter à ce pupitre Monsieur Bernard Dann, qui est neuropédiatre, directeur médical de l'hôpital de réadaptation Inkendal, professeur de neurophysiologie et de neurologie du développement à l'ULB et professeur invité à la VUB et à la KU Leuven. Monsieur Dann est également rédacteur en chef d'une revue scientifique importante dans son domaine, Development Medicine and Child Neurology. Cher Monsieur Dann, comme on dit dans ces cas, the floor is yours. Majesté, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Ministre-Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les secrétaires perpétuels, Madame, Messieurs les Présidents, et vous tous, mes chers collègues, chers amis, en vos titres et qualités, quelle magnifique occasion nous est donnée de faire le point sur un thème particulièrement important et de regarder vers l'avenir. C'est un thème qui a pu inspirer non seulement Sa Majesté la Reine et nous animer au sein des académies, mais qui est aussi d'une brûlante actualité. J'ai épinglé deux articles de la presse de cette semaine, un de la presse belge plus générale, un venant de la presse britannique faisant le constat que même dans les pays scandinaves où la santé mentale est pourtant réputée meilleure, on réalise que la santé des jeunes et aussi la santé des personnes âgées mérite plus d'attention. La santé a été définie par la Convention de New York, qui a présidé à l'établissement de l'Organisation mondiale de la santé. Et cette définition est toujours d'actualité. Telle qu'elle a été exprimée en 1946, elle se réfère à un état de bien-être complet, physique, mais aussi mental et aussi social. Récemment, au Canada, j'ai vu une affiche portant ce slogan « Mental health is health ». Et même si cela peut paraître une évidence ici, je pense que ça demande à être encore souligné. La santé mentale fait l'objet d'intenses réflexions et peut-être même d'une révolution au sein de la psychiatrie. Grâce aux données que nous pouvons maintenant traiter sur une beaucoup plus grande base, sur ce qu'on appelle le big data. De nouveaux modèles sont proposés en psychiatrie. Et un modèle particulièrement intéressant, qui ne rencontre pas encore un large consensus, mais qui a été proposé par deux psychiatres néo-zélandais, propose un seul facteur général à la base de la santé mentale, et même de la psychopathologie, le facteur P. Et pourtant, même en psychiatrie, mais surtout dans la culture générale, on reste dans une certaine mesure entravé par une dualité qu'on a cru voir pendant longtemps entre l'esprit et le corps. Pourtant, les neurosciences ont bien démontré que cette dualité n'est pas valide. Et de la même manière que des techniques d'imagerie tout à fait récentes permettent d'établir une carte, des représentations motrices, des commandes de la motricité au niveau du cortex cérébral, ces mêmes techniques permettent aussi d'identifier les localisations préférentielles d'un certain nombre d'émotions de base. L'on sait aussi que la localisation ne suffit pas. Les neurosciences nous montrent comment diverses parties du cerveau s'entendent pour générer toutes les activités cérébrales. Et comme ces activités cérébrales sont intimement liées aux autres activités physiologiques. Tout cela, on le connaît de mieux en mieux pour les gens qui sont déjà loin dans leur développement, comme la plupart d'entre nous ici, dans cette salle aujourd'hui. Mais nous savons aussi
qu'il existe un problème scientifique beaucoup plus complexe. C'est que ces localisations et ces fonctionnements ne sont pas donnés d'avance. Ils s'établissent au fur et à mesure du développement cérébral. Alors, nous avons l'occasion d'étudier certains de ces aspects pour tracer des trajectoires de développement. Et nous réalisons comme ces trajectoires peuvent avoir des points communs entre enfants du même âge, mais aussi comme chacune de ces trajectoires est unique. En effet, le développement n'est pas uniquement déterminé par la maturation, par les facteurs biologiques qui ont été dictés par un programme génétique hérité. On sait que le développement est aussi en grande partie mis en forme par les expériences que l'on peut faire. Et ces expériences, on le sait aussi, commencent très tôt. Et quand je dis très tôt, je veux dire avant la naissance. La maturation et les expériences semblent donc expliquer beaucoup du développement. Mais il y a encore des éléments que nous ne comprenons pas. Nous les appelons le hasard, et je pense que même quand nous comprendrons plus, il restera cette portion irréductible de hasard dans le développement. Nous savons aussi comment les choses se mettent en forme. Et sur cette encre de Chine réalisée par Hari Shugani, on voit quelques neurones d'un enfant à la naissance, et puis quelques neurones d'un autre enfant à l'âge de 6 ans, et puis encore un autre enfant à l'âge de 14 ans. Et ce que l'on constate, ce sur quoi Hari Shugani attire notre attention, c'est que pendant au moins les 3 premières années de vie, nous fabriquons beaucoup de structures de connexion entre les neurones. C'est un moment d'activité synaptique très intense. Et puis, pendant les 10 à 15 premières années, nous allons sculpter cet appareil que nous avons mis en forme pour nous permettre d'interagir au mieux avec notre environnement, avec nos pairs, avec nos souvenirs, et ainsi élaguer beaucoup de ces connexions. On réalise maintenant que le développement ne s'établit pas tellement comme une peinture dans laquelle on affinerait par touches successives de plus en plus fines, mais peut-être plutôt comme une sculpture, où on pourrait affiner en retranchant très finement, de plus en plus finement, pour être au mieux adapté. Et cette resculpture de notre cerveau se passe surtout au début de la vie, mais peut se passer aussi pendant très longtemps. Nous connaissons de mieux en mieux ces déterminants génétiques, et nous savons que ces déterminants génétiques sont activés par des facteurs d'environnement, et en particulier au niveau neuronal par les expériences. L'environnement est donc un facteur à tenir en compte. Et l'Organisation mondiale de la santé, en 2001, a proposé un modèle biopsychosocial, comme ma collègue Denekens l'a très justement appelé, qui définit la santé sur la base du fonctionnement du corps, de la structure du corps, mais aussi des activités auxquelles nous nous livrons, et puis notre rôle d'acteur social, par notre participation. Et ce modèle nous invite à tenir en compte très particulièrement des facteurs personnels, individuels, mais aussi les facteurs d'environnement. Et nous savons que cet environnement change. Cet environnement change avec la culture, change avec les progrès, et que les enfants d'aujourd'hui sont exposés à un environnement qui est sensiblement différent que leurs parents, et leurs parents que leurs parents à leur tour. Et nous reconnaissons ainsi
de nouvelles affections de la psychologie et de la psychiatrie, notamment des nouvelles assuétudes à Internet, aux réseaux sociaux, des effets de réseaux sociaux qui demandent une étude bien particulière. Jusqu'à présent, les études se font surtout d'une manière négative, mais il y a aussi beaucoup à dire sur les aspects positifs de ce type de sculpture. En tout cas, au niveau neuronal, on retrouve très bien ces modifications de la structure des neurones. Dans ces expériences, des rats sont élevés dans des cages, c'est la vie d'un rat en laboratoire, ou dans des cages enrichies d'une espèce de parc d'attractions pour rats. Et assez vite, on constate l'émergence de nouvelles connexions cérébrales. Quand on essaye de comprendre comment ça se fait, comment ces signaux sont donnés, on se pose très vite la question de comment on va lire les gènes qui servent à ça. Et ce qui détermine la lecture de gènes sont les facteurs épigénétiques. Pour vérifier cette hypothèse, des chercheurs, une équipe américaine ici, a noté les traces épigénétiques, les marques apposées sur l'ADN et qui déterminent l'expression des gènes, chez des nouveau-nés, chez un grand nombre de nouveau-nés. Et grâce à cette très grande banque de données et grâce à des nouvelles techniques d'analyse, ils ont pu estimer que près de 3/4 des marques épigénétiques dépendent de l'environnement, sont acquises et sont des traces de l'histoire de chacun de ces nouveau-nés, de l'histoire fétale de chacun de ces nouveau-nés. Ce qu'on a trouvé là a permis d'étayer une hypothèse qui est en vogue actuellement et qui voudrait que la plupart des maladies non transmissibles sont déterminées en fait par l'expérience qu'on a pu avoir comme fœtus ou comme petit enfant. On en parle pour l'instant beaucoup pour les maladies cardiovasculaires, on en parle aussi pour la santé mentale et la psychiatrie. Et on a pu mettre en évidence des corrélations assez nettes entre l'état de nutrition de la maman, le stress, les infections, l'exposition à des toxiques. On s'intéresse aussi très fort à la flore intestinale et au microbiome, c'est-à-dire aux gènes des bactéries qui composent notre flore intestinale. Et ces modèles d'études permettent de raconter une histoire qui commencerait par des facteurs d'adversité, l'interaction entre ces facteurs d'adversité et le génome du fœtus, et puis un risque ou des opportunités au niveau de l'ADN qui s'accumuleraient et puis qui mèneraient, influenceraient une trajectoire de développement dans une direction ou un petit peu plus dans une autre. On note la même chose par rapport à d'autres paramètres que l'on peut mesurer beaucoup plus facilement. En haut à droite, une étude américaine a pu établir une relation assez nette entre le poids à la naissance et des symptômes du trouble déficitaire attentionnel avec déficit de l'attention, tels que les enfants nés avec un faible poids de naissance, ce qui nous raconte aussi quelque chose de leur vie fœtale, ont un risque beaucoup plus élevé. Mais aussi les enfants qui sont macrosomes à la naissance auraient aussi un risque élevé, d'où la forme de la courbe. L'épigénétique offre donc des voies de compréhension et, on l'espère, des voies de modulation. Est-ce que
l'influence de l'environnement est à la base de l'explosion épidémiologique qu'on a vue pour certaines affections psychiatriques qui naguère étaient considérées juste comme des situations morales, comme des problèmes d'éducation parfois, et qui maintenant sont bien diagnostiqués comme le TDAH ou l'autisme. Les données actuelles suggèrent que cette augmentation n'est pas tendue aux modifications de l'environnement, n'est pas tendue à l'augmentation, par exemple, de l'âge paternel, mais surtout à un meilleur diagnostic et à une meilleure reconnaissance. C'est-à-dire que beaucoup des personnes qui souffrent d'autisme ne bénéficiaient pas d'une approche adéquate parce qu'on ne posait pas ce diagnostic. Et il en va de même pour beaucoup de personnes qui souffrent d'un TDAH et encore d'autres affections. Donc quand on veut tirer la sonnette d'alarme et qu'on nous dit que la fréquence de certaines maladies est en train de se multiplier, il faut se souvenir que peut-être que ça veut dire que nous sommes mieux attentifs à ces maladies. Enfin, les problèmes de santé mentale de l'enfant et de l'adolescent ne concernent pas que les enfants et les adolescents. Ils concernent la famille, ils concernent l'entourage au sens plus large, les différents cercles sociaux dans lesquels les enfants et les adolescents sont des acteurs, mais aussi ces enfants et ces adolescents quand ils deviendront adultes. Et si nous sommes particulièrement performants en Belgique pour les enfants par rapport à des pays voisins, nous le sommes beaucoup moins une fois que ces enfants qui ont des troubles du développement sont devenus adultes, et c'est l'occasion d'y penser. Je voudrais vous inviter à une exposition que nous avons montée à Beaux-Arts cet été, qui s'intitule « The Art of Difference » sur les réponses scientifiques et les appropriations artistiques du handicap. Nous allons la remonter à l'ULB au printemps. Je vous remercie.